Vous avez gagné de nombreux prix prestigieux avec votre société. Vous avez touché une bourse de l'Union européenne. L'entreprise a été classée dans le top 10 des 100 meilleures startups en Suisse. Vous avez 32 ans, Helga Dubé. Vous êtes à la tête de 20 personnes aujourd'hui. Vous avez aussi été nommé 30 Under 30 par Forbes dans la catégorie Sciences et Santé. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord tous ces honneurs? Bon, c'est toujours gentil pour gagner quelques prix. Ça donne un peu de visibilité aussi pour l'entreprise, qui est très important. Actuellement, on est toujours dans le processus de levée de fonds et ça donne une exposition très importante pour trouver les nouveaux investisseurs, mais aussi pour trouver les nouveaux clients. Donc vous mettez ça au service du développement de votre société. Bien sûr. Vous avez fait un master en génétique, un doctorat en biochimie végétale à l'Université de Lausanne. Vous avez fondé votre start-up avec Sylvain, votre mari, qui est dans la salle qu'on entendra tout à l'heure. Alors, expliquez-nous d'abord votre solution, ça m'intéresse, parce que donc là, on a des fruits et des légumes, et en fait, vous avez votre enrobage déjà sur ces fruits et légumes. Oui. Et vous voyez quelque chose? Rien du tout. Exactement, c'est le but. C'est le but, mais comment savoir que ce fruit est mieux protégé alors? Bon, actuellement, on dépose un film invisible par spray ou par là-bas. Et après, ça donne une couche qui est actuellement mesurée par les nanomètres. Alors, quelque chose vraiment invisible. On a besoin de faire la cryomicroscopie pour voir ça. D'accord. Mais avant, c'est réduire un peu la respiration de cette fruit. Et à cause de ça, il peut garder plus d'eau. Alors, il ne perd pas trop d'eau d'un côté, mais autrement, il aussi continue leur vie plus longtemps. Comme ça, on peut tenir une pomme comme ça un mois plus. Un mois comme ça, avec cette pomme. Oui. Et que contient cette fameuse pâte blanche qu'il y a autour? Elle est là, hein, votre pâte, c'est ça? Oui. Donc ça... C'est un peu comme le yogourt ou mayonnaise. Oui, c'est un peu comme un yogourt. Hein. Mais c'est comestible? Si vous voulez essayer. Mais c'est pas très bon. Hein. Moi, j'essaye. Hein. Vous savez, je suis journaliste. Faut pas me mettre au défi. Hein. Mais juste un peu. Hein. Ouais, ça n'a pas de goût. Alors, il y a quoi là-dedans? Pourquoi c'est aussi innovateur? Bon, on est protégé par les brevets. Je ne peux pas dire tout. Bah, on m'a dit que la nouvelle génération, elle partageait tout. Hein. Donc, je ne comprends pas. Il faut quand même garder des secrets. Mais vous pouvez manger. Hein. Alors, je préfère les yogourts à la Migros. Mais, mais par contre, voilà, c'est pas toxique. Je peux manger une pomme comme ça. Allez-y. Ça va? Vous êtes toujours respiré? Ça va. Je veux voir ça. Ça va. Bon, dites-nous globalement, je sais que vous avez des secrets de fabrication. Alors, à Global... Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pâte? Oui. Alors, à Global, c'est fait à la ville végétale. D'accord. Alors, on peut manger tout cette et se faire dans l'huile de quelques légumes qu'on a mélangés. Et après, on a monté d'autres produits magiques qui étaient aussi bien certifiés maintenant en Europe et aussi en Suisse. Et après, c'est ferme cette couche invisible. Et comment vous appliquez la couche sur les légumes? Ça, c'est fait pour notre client, comme par exemple producteurs ou distributeurs. Ils ont déjà l'installation qui est faite pour application par le spray ou par le bain. Et après, ils sèchent la fruit pour être sûr qu'ils sont bien protégés, ils ne gardent pas la moisissure, etc. Et après, on peut manger. J'imagine, vous avez parlé de certification, j'imagine que le processus de certification, il est assez long. Vous l'avez obtenu pour la Suisse et l'Europe pour l'instant? Plus. Plus? Expliquez-nous alors. Parce que notre business, c'était un peu business mondial. Ouais. Parce que même évidemment, les fruits et légumes viennent de partout dans le monde. Si on parle de... La mangue, elle vient d'où? Les bananes, on ne peut pas faire une banane à Suisse pour le moment, non? Ah bon? Moi, j'ai un bananier, j'ai eu une fois des bananes, mais je n'ai pas pu les manger. Mais ouais, justement, vous dites donc vous avez dû obtenir des certifications partout dans le monde? Pas partout encore, mais par exemple, on a déjà certification à Ghana, à Côte d'Ivoire. Après, on a aussi certification dans quelques pays, à Amérique latine, à Amérique aussi, et au Japon, par exemple. Vous aviez au départ une double action, une action préventive au moment de la culture de légumes, et puis après, une action, je dirais, plus par la suite dans le développement et puis le transport de ces produits. Vous avez changé de priorité. L'action préventive, elle était peut-être trop longue à mettre sur pied. Et grâce à un client, vous avez vraiment opté pour plus la deuxième solution. Vous avez cette tout aggressisté, non? C'est ça, c'est l'agilité. Mais expliquez-nous ce qui s'est passé.
Bon, mais c'est vrai qu'on a lancé Entreprise, on a commencé plutôt à travailler sur les fongicides naturels, qui est, on a trouvé une molécule principale dans la chou. Alors on dit c'est super cool, c'est biologique, etc. On était très positif. Ouais. Mais avant, on a commencé à parler avec les autorités européennes pour monter la production biologique, bon, etc. à marché. Ils nous disent très bien, ça va coûter vers 10 000 si vous êtes très content, si vous êtes la bol. Et avant, ça vous prenait 5 à 7 ans. Et Ah, pour quand une même. start-up, 5 Ouais. ans, c'était mission impossible presque. Ouais. Et là, on a dit, est-ce qu'on a quelque chose d'autre comme la possibilité? Et c'était grâce à une de notre cliente à qui on a présenté actuellement notre solution fongicide. Il nous dit, vous avez quelque chose un peu plus vite à monter le marché? Et là, on dit, vous voulez quoi? Il nous dit, quelque chose comme un enrobage naturel. Et on a dit, bon, on a 6 personnes dans le laboratoire qui savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils ont pas mal d'expérience. Et comme ça, on a développé ce produit dans 2 ans. Ah ouais. Et du coup, vous arrivez maintenant à conquérir le marché avec ce produit-là. Exactement. D'où vous est venue l'idée? De ces produits? Ouais, de ce produit. C'était votre travail de doctorat? Vous aviez travaillé là-dessus? Celui-là, non. Non? C'est Ah, ça, vraiment c'était votre client, venu ouais. du client. Et après, nous faire pas mal de recherches pour trouver une bonne solution. Mais ça, c'est vraiment notre équipe de recherche et développement. Alors, si vous avez plus de questions, c'est Sylvain. Sylvain viendra tout à l'heure. C'est vrai qu'on oublie, mais on connaît peu ce milieu. Les pertes sont énormes entre les producteurs et les magasins. On parle d'une perte de 50%. Quand on voit la situation actuelle, la situation de pénurie, l'ère de pénurie dans laquelle on est en train de rentrer, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui. Exactement. Et on a toujours travaillé dans les différentes solutions. Parce que le gaspillage alimentaire, c'était un problème très grand avant. Et si on a besoin de trouver une solution, on doit travailler dans chaque partie de l'échelle logicielle. C'est-à-dire qu'on a besoin de commencer avec le producteur. Après, on a besoin de trouver une solution pour les distributeurs et aussi pour les magasins. Vous avez gagné beaucoup de prix, on l'a dit. J'imagine qu'il y a un fossé entre gagner des prix dans voilà, des événements d'innovation de start-up et puis se lancer sur le marché. Bon, c'est incomparable. Ouais. Le prix, c'est bien. Ouais. Ça nous aide aussi financement pour payer, par exemple, le salaire de notre employé, aussi faire pas mal de recherche et développement. Mais comme on monte un produit sur le marché, avant c'était quelque chose, waouh, on est arrivé. Mais deuxièmement, ça prend beaucoup plus d'efforts parce qu'on a besoin d'installer notre production, parce que c'est nous qui faisons la production. On a besoin de créer un team qui marche très bien, l'équipe qui fait les différentes choses comme la partie commerciale, production, recherche et développement, etc. Et ça, c'est un travail incroyable. Vous avez déjà levé beaucoup de fonds, 8,5 millions, c'est déjà énorme. Même plus. Mm-hmm. Et vous en avez besoin d'encore plus. Pourquoi? Bien sûr, on a toujours besoin d'un peu plus de l'argent. Pour votre enfant, parce que vous avez aussi un enfant en bas âge. On a une génération qui produit des enfants, c'est super. Donc, ouais, pourquoi vous avez... quand on se dit 8,5 millions, c'est déjà beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez besoin de plus? Comme je vous dis ailleurs, actuellement, pour monter un fongicide naturel dans le marché, ça va nous coûter vers 10 millions d'euros. Maintenant, on a juste levé 9. Alors, ce n'est pas suffisant encore, mais c'était suffisant pour monter les premiers produits. Comme ça, comme on a toujours différentes lignes de produits sur lesquelles on travaille, parce que notre but, c'est vraiment travailler dans les manières de gaspillage alimentaire. Et comme on a dit, ce n'est pas juste le problème de l'enrobage, on peut aussi monter les produits comme la fongicide biologique ou biostimulante pour protéger les fruits ou légumes ailleurs. Pour ça, on a besoin de plus de l'argent pour faire les recherches et certifications. Vous êtes à un moment charnière aujourd'hui dans votre société. Toujours, chaque jour est charnière. Chaque jour, ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que vous vous installez gentiment dans la distribution. Exactement. C'est ce pas qui est compliqué, de passer d'une idée où on se dit, tiens, dans notre côté, dans notre petit coin, on se dit, ça va marcher. Puis tout d'un coup, passer cette étape de commercialisation, c'est vraiment ça, un moment capital, charnière. Je sais que tous les moments sont charnières, mais celui-là particulièrement. Je trouve que c'est un moment très bien pour notre entreprise parce que c'est un peu que on peut dire comme l'équipe, on va faire tout et avant on va faire quelque chose d'impossible de notre côté. Ça nous a pris juste 2 ans pour monter les produits qu'on n'a jamais pensé avant
et que ça marche et les gens sont bien intéressés à cette solution. Quel est votre plus grand défi et quelles sont vos plus grosses difficultés aujourd'hui? Bon, c'est toujours plusieurs. Hein. Pour moi, c'est plutôt pour... À part votre mari. Oui, bien sûr. Ça, on n'a même pas besoin de parler. Ça, c'est un vrai défi. Bon, la première, c'était plutôt pour maintenant faire la commercialisation, pas juste en Europe, parce qu'en Europe, on a déjà commencé, mais plutôt aussi dans les différentes parties du monde. Par exemple, en Amérique, là, on a besoin de faire pas mal de marketing. Pour ça, on a toujours besoin de faire plus de levée de fonds, un peu plus. Et à fond, c'est toujours pour garder une très bonne équipe intérieure, c'est-à-dire trouver très bonnes personnes qui ont pas mal d'expérience dans les différents domaines. On l'entend, vous êtes originaire de Russie, vous êtes suisse et russe, hein. C'est important de le dire dans ce contexte actuel. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous battre contre le gaspillage alimentaire? Est-ce que quelque part votre parcours et votre peut-être jeunesse passée en Russie vous a alerté sur ce problème? Je pense que jeunesse est toujours partie très importante, mais je ne pense pas si ça dépend si j'étais grandi en Russie ou en Suisse ou dans les différents pays. C'est plutôt l'influence. Là, j'ai toujours travaillé comme j'étais jeune avec mon grand-parent dans le jardin et j'ai toujours vu le problème, comment c'était vraiment prendre de l'énergie pour travailler avec les fruits et légumes et trouver une solution qui était bonne et efficace, mais en même temps pas très toxique. Pour nous, comme les gens, si on fait application ou aussi pour la nature, si on laisse cette résidu dans la nature. C'est pour ça, oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on accueille votre mari, Sylvain Bien Dubay? sûr. Venez seulement, Sylvain, nous rejoindre. On peut vous applaudir, absolument. Installez-vous. Vous êtes connu sur les bancs d'université. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Vous êtes maintenant cofondateur de votre société AgroSustain. Pourtant, vous n'aviez pas du tout d'abord un parcours dans ce domaine-là. Vous étiez plutôt spécialisé dans les serpents. Ouais, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai plein de casquettes. Hein. Je suis toujours un petit peu dans les serpents, mais je dirais que c'est pas tellement différent de AgroSustain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de serpents de mauvaise langue, c'est ça? Non, on essaie d'avoir un impact positif sur l'environnement avec AgroSustain en réduisant le gaspillage alimentaire. Mais ma passion pour les serpents, c'est aussi la manière de les protéger, etc., de les conserver, ceux qu'on a en Suisse, par exemple. Donc je protège aussi l'environnement, en fait, avec ces deux travaux. Donc pour moi, c'est un petit peu la même chose. Puis je dirais que quand on est biologiste, c'est facile de se passionner pour plein de choses différentes. Hein. Vous êtes aussi consulting en environnement, donc vous avez... Voilà. Est-ce que c'est quoi? C'est vos convictions environnementales qui vous ont poussé finalement à rentrer dans cette aventure? Ouais, c'est la passion, en fait, pour la nature, pour la beauté de la nature, etc., pour la biodiversité, quoi. Et puis, est-ce que vous avez l'impression que vous faites partie aujourd'hui de cette génération engagée? C'est une génération aujourd'hui qui lutte contre cette crise climatique, contre le réchauffement climatique, mais quelque part qui lutte concrètement, pas juste en regardant, mais qui a envie de devenir acteur de cette lutte. Alors je dirais, oui, moi je suis engagé, il y a plein de gens qui sont engagés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est clair que... Attends, il y a des gens qui commencent à faire quelque chose, hein, faire en sorte que ça change. Mais je suis quand même un petit peu, je dirais pas pessimiste, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va pas prendre une décennie ou deux. Moi, je pense qu'on est plutôt une sorte de... un siècle ou 2 siècles, peut-être. C'est comme ça que je le ressens, pour qu'on arrive à inverser ce qui est en train de se passer, quoi. Je pense que, voilà, c'est pas une histoire de décennie, à mon avis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un paradoxe dans cette génération qu'on appelle EasyJet, génération moi je, où effectivement on est très actif dans l'écologie, on descend dans les rues pour se battre pour ou contre le climat, et puis d'un autre côté on stream toute la journée, on passe les week-ends à Barcelone, et puis ben voilà, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a ce paradoxe-là? Il y a un paradoxe qui est assez humain, hein, je dirais, mais c'est que pas tout le monde va à Barcelone tous les week-ends. Hein. On est d'accord, il y a des exceptions, je veux dire, mais... La nouvelle génération, elle utilise beaucoup plus l'avion, ou est-ce qu'elle est plus sensible à voyager une fois par année et puis à sélectionner ses Il y a des gens qui font un effort énorme à pas forcément prendre l'avion, à prendre d'autres moyens de transport, du train. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de permis de conduire, etc. Donc, ça évolue. Après, il y a plein de gens aussi qui ne sont pas conscients en fait, de l'impact négatif qu'ils ont sur l'environnement. Malgré tout ce qu'on sait actuellement, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de leur impact. En fait, vous pensez fondamentalement qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une prise de conscience généralisée? Moi, je pense que sur certaines choses, certains gestes qui ont l'air anodins, on ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont sur l'environnement, à mon avis. Hein. Est-ce que vous en voulez aux anciennes générations qui finalement, c'est elles qui ont pollué, c'est elles qui nous laissent un monde comme on a aujourd'hui?
Est-ce que vous en voulez à ces générations? Bon, déjà, ils ont pollué, mais on pollue toujours autant, voire plus que eux, hein. À mon avis, ils ne sont pas vraiment responsables, parce qu'on n'avait pas forcément la technologie, ils n'étaient pas conscients, je dirais, de ce qui s'est passé, ou de ce qui allait se passer.